Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus participer à cette dernière soirée sur cette série de 6 séances sur la douleur. Donc nous terminons ce tour d'horizon sur un aspect aujourd'hui qui est beaucoup plus politique puisque nous accueillons avec joie Lucien Neuwirth, qui, contrairement à ce qui est écrit sur la diapositive, n'est pas sénateur, mais est un ancien sénateur qui a fait 2 mandats au Sénat, qui vient de quitter le Sénat, mais nous l'appellerons quand même Monsieur le Sénateur. En tout cas, je tiens vivement à remercier Lucien Neuwirth d'avoir accepté, avec autant de simplicité et de gentillesse, non pas de remplacer Bernard Kouchner est irremplaçable, mais d'avoir accepté de venir parler avec nous ce soir d'un combat, d'une croisade, comme il dit lui-même, qu'il mène depuis maintenant 10 ans bientôt, sur cette prise en charge du domaine politique pour ce qui concerne le traitement de la douleur. Lucien Neuwirth, pour moi, c'est des souvenirs d'enfance, enfin d'adolescence plus exactement. J'avais à peine 18 ans lorsque Lucien Neuwirth a mené déjà un premier combat, et pour moi son nom est associé à celui de la loi sur la contraception de 1967. Il était alors député à l'Assemblée nationale et c'est vraiment contre vents et marées que déjà à cette époque, il a imposé ce point de vue et il l'a fait rentrer dans le domaine législatif. Et je crois que l'histoire lui a donné raison. L'autre combat, c'est donc celui qui nous intéresse au premier point, celui de la prise en charge de la douleur. Je voudrais quand même rappeler quelques éléments importants de la vie politique de Lucien Neuwirth. Donc Lucien Neuwirth a mené un mandat à la fois national en étant d'abord député, et ensuite il a été député de la Loire dans la 2e circonscription à Saint-Étienne de 1958 à 1981. C'est un long mandat de député. Il a été également membre du Conseil général de la Loire qu'il a présidé. Et puis, il a été élu sénateur de la Loire, dont je viens de vous dire qu'il a fait 2 mandats successifs, donc 18 ans au Sénat. Monsieur Neuwirth vous parlera donc de ce qui a été le point de départ du domaine législatif dans la prise en charge de la douleur. Mais au préalable, je voudrais quand même tracer un peu cette chronologie qui a permis à monsieur Neuwirth de se lancer dans cette croisade. Quelques dates, certaines sont très anciennes, mais elles permettent de faire une comparaison avec ce qui se passe à l'étranger. Sachez que la première unité pluridisciplinaire de prise en charge de la douleur a été créée en Amérique du Nord en 1947. 1947. En 1975, la première unité a été créée en France. Et entre 1975 et 1980, c'est-à-dire 50 ans après l'Amérique du Nord, ont commencé à se développer quelques unités de prise en charge de la douleur à Paris, à Montpellier et à Strasbourg. Et c'est seulement dans un passé très récent que ces unités ont été reconnues et développées, mais ça, M. Neuwirth nous en parlera. Donc 1975-1980, en France, se manifestent les premiers pionniers de la douleur. On peut citer quelques noms, bien que ce soit toujours dangereux parce qu'on a toujours peur d'en oublier. Je crois que les noms de François Bourreau, d'Alain Séry, d'Agnès Langlade sont vraiment des noms qui font référence maintenant dans le domaine de la douleur. 1992, et c'est aussi un aspect que M. Neuwirth développera, l'enseignement sur la douleur commence à rentrer dans les IFSI, dans les instituts de formation aux soins infirmiers, 1992, et dans les IFSI. 1994, c'est l'entrée en scène de la Commission des affaires sociales du Sénat sous l'impulsion de Lucien Neuwirth, avec la rédaction du rapport de cette commission qui va jeter les bases d'une politique de prise en charge de la douleur en France. 1995, c'est l'adoption de la charte du patient hospitalisé,
qui oblige les hôpitaux français à se doter de moyens pour soulager la douleur. Et cette obligation est également inscrite dans le Code de déontologie médicale. 1998, vous voyez que les dates s'accélèrent, émission d'une circulaire qui précise l'organisation des structures pluridisciplinaires de prise en charge de la douleur chronique rebelle. Et c'est à cette date que Bernard Kouchner lance le premier plan d'action triennal de lutte contre la douleur. Enfin, 2002, Jean-François Mattei reprend l'initiative de Bernard Kouchner et lance le deuxième plan triennal de lutte contre la douleur. Cette chronologie très rapide et forcément arbitraire et subjective permet de vous montrer combien la France avait pris du retard dans cette lutte, dans la prise en charge contre la douleur. Et à titre personnel, j'aurais tendance à dater le début de ce combat en 1993. Très précisément, août 1993, se tient à Paris, au Palais des Congrès, le 7e congrès de l'IASP, l'International Association for the Study of Pain, c'est-à-dire l'Association internationale d'études de la douleur. Le ministre de la Santé de l'époque, Philippe Douste-Blazy, a été invité à prononcer un discours au cours de ce congrès. Et je vais me permettre de vous lire quelques extraits de ce discours qui vont nous permettre de mieux situer la position politique du problème. Toutes les citations que je vais faire maintenant sont extraites de son discours. Pendant des millénaires, la douleur a été vécue comme une tragique fatalité. Comme le soulignait le professeur Jean Bernard de l'Académie française, la médecine a plus changé pendant ces 50 dernières années que pendant les 50 siècles précédents. Cependant que s'accomplissaient ces progrès, la douleur ne retenait guère l'attention, ajoutait-il. La douleur était tenue pour un symptôme et ne se trouvait pas au centre des préoccupations des médecins et des chercheurs. Voilà donc ce que disait Jean Bernard. Et Philippe Douste-Blazy poursuit, en accord avec ce célèbre académicien, il ne devrait plus en être de même aujourd'hui, car les progrès de la science nous ont donné de meilleurs moyens de les maîtriser. La situation de la France est paradoxale. Si elle participe activement aux progrès réalisés dans le domaine de la recherche neurobiologique comme dans celui de la pharmacologie des antalgiques, force est de constater que pendant longtemps, le traitement de la douleur a été trop souvent négligé. De nombreux travaux témoignent de l'insuffisance de la prise en charge et du traitement des douleurs dont se plaignent les malades et leurs proches, sous-estimés en général par les professionnels de santé. Et là, Philippe Douste-Blazy cite une étude qui venait d'être faite sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. On estime qu'au cours du cancer, tous stades confondus, 56% des patients présentent des douleurs pour lesquelles la moitié d'entre eux ne reçoivent aucun antalgique. On était en 1993. Et que seuls 30% des douleurs sont correctement prises en charge, alors qu'il serait possible dans 90% des cas de les soulager entièrement. Chez l'enfant, l'absence ou l'insuffisance de traitement de la douleur a été mise en évidence depuis moins de 10 ans et tient à des conceptions erronées et des préjugés qui déterminent encore la majorité des attitudes thérapeutiques des équipes soignantes face à la douleur de l'enfant. Le retard de la France dans le domaine du soulagement de la douleur, la France se situe seulement au 40e rang mondial quant à la consommation des morphiniques, ce qui la place loin derrière les pays anglo-saxons et scandinaves, et d'autant plus sensible que l'opinion publique est à juste titre très attentive à ces questions. Ce chiffre de 40e rang était donc celui de la France en 1993 dans le classement de l'OMS. Maintenant, il faut savoir que grâce à toutes ces actions politiques, la France a remonté dans ce classement et se situe malgré tout au 17e rang. Il n'est pas acceptable, disait Philippe Douste-Blazy, et je m'exprime ici en tant que médecin, comme au titre de mes fonctions à la tête de la santé publique dans ce pays, qu'un nombre important de médecins généralistes ne possèdent toujours pas de carnet à souche, alors qu'il est, vous le savez, nécessaire à la prescription des stupéfiants. Il n'est plus acceptable non plus qu'au cours de la formation initiale des médecins, la moitié des facultés françaises consacrent moins de 2 heures à l'enseignement sur la douleur en tant que telle au cours de tout le cursus médical. Enfin, qu'en est-il de l'enseignement sur les antalgiques qui contribuent plus à entretenir les réticences des médecins et pharmaciens face à l'utilisation des morphiniques qu'à une véritable formation à la lutte contre la douleur? Peut-on justifier les souffrances insupportables et non soulagées de certains malades en fin de vie par la seule méconnaissance des techniques et des protocoles d'utilisation des morphiniques?
Voilà quelques extraits de ce discours de Philippe Douste-Blazy qui lui valut, dans les jours qui ont suivi ce discours prononcé devant toute la communauté internationale, une campagne de presse assez difficile pour lui dans la mesure où il était accusé en particulier par ses collègues médecins d'avoir jeté le discrédit sur la corporation médicale qui ne prenait pas en charge insuffisamment la douleur. Et pourtant, les propos de Douste-Blazy étaient justifiés par une étude multicentrique qui avait été menée depuis 1992 par 2 médecins français qui font aussi partie des pionniers de la douleur dont je parlais tout à l'heure, François Larue et Louis Brasseur. Cette étude, elle a été publiée dans le British Medical Journal en 1995. C'était une étude multicentrique qui concernait 20 centres de traitement de la douleur et qui avait inclus 605 patients cancéreux. Et dans cette étude, on avait demandé à ces patients, de bien vouloir donner la sévérité de la douleur qu'ils subissaient et les empêchements fonctionnels qui étaient liés à la douleur. Eh bien, voilà les résultats que François Larue et Louis Brasseur avaient recueillis. 57% des patients rapportaient une douleur profonde liée à leur maladie. Et parmi ces patients qui souffraient de douleur, 60% avaient classé leur douleur, vous savez, avec ces petites réglettes qui permettent de mesurer la douleur, avaient classé leur douleur comme étant la pire, et à un niveau tel qu'elle les empêchait d'avoir toute disponibilité et toute possibilité d'avoir une activité. 30% ont relaté dans cette étude qu'ils ne recevaient aucun médicament pour soulager leur douleur. Et 51% n'avaient aucune technique leur permettant de soulager leur douleur. La conclusion de cette étude, eh bien, elle était très simple. Au vu de la sévérité de la douleur exprimée par ces patients cancéreux, la prise en charge et le traitement de la douleur cancéreuse en France est totalement inadéquate et nécessite la prise en charge de ces patients de manière urgente. Ce sont avec des études de ce type, qui sont des études faites avec beaucoup de soins, qui nécessitent beaucoup de temps. Vous voyez, il a fallu 3 ans pour que cette étude soit publiée. Ce sont grâce à des études de ce type qu'a pu démarrer cette prise de conscience de l'insuffisance de la prise en charge de la douleur. Et après cette étude, eh bien, Monsieur Neuwirth, vous connaissez bien cet opuscule, a été publié le rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat, dont la rédaction a été assurée par Lucien Neuwirth. Et ce rapport, je voudrais d'abord, à titre anecdotique, mais qui relate bien l'esprit dans lequel se passait ce débat, vous citer un passage qui va faire sourire M. Neuwirth. Et voici ce que disait M. Neuwirth dans la séance de travail qu'il avait organisée au Sénat dans la préparation de ce rapport, où il avait invité tous les spécialistes de la douleur en France. Et il présidait cette séance de l'après-midi, et voilà ce qu'il dit au cours d'une intervention et au cours d'une discussion. « Je ne peux pas résister au plaisir de lire ce que vient d'écrire un très éminent gynécologue, je ne vous donnerai pas son nom. Il écrit ceci, : La douleur de la femme est constitutive du monde. À travers toute la tradition de la Bible jusqu'au texte fondateur de la psychanalyse, sans omettre la mythologie, la femme souffre, et il doit en être ainsi pour que s'opère la distinction entre le ciel et la terre, entre le masculin et le féminin, pour que la lyre d'Orphée chante la perte d'Eurydice et qu'apparaisse l'art apaisant les malheurs de l'humanité. » Eh bien ça, c'est un gynécologue qui a écrit ça en 1994. Voilà, cité dans le rapport du Sénat. C'est une lecture que je vous conseille vivement, ce texte est extrêmement intéressant. Et en conclusion de cet opuscule, et c'est de cela dont vous parlera Lucien Neuwirth dans quelques instants, au cours de la séance du Sénat du 17 novembre 1984, M. Neuwirth a introduit un amendement dans la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, avec un article de loi et 2 points de vue dans lequel il proposait la définition par la loi
des moyens permettant de prendre en charge la douleur des patients, d'une part, et la formation initiale des médecins, d'autre part. Mais ça, je ne veux pas déflorer le sujet et je lui laisserai la parole pour parler de ce travail législatif. Simplement, à titre d'éloge, si je puis dire, de ce travail du Sénat, lorsque a été voté cette même année le chapitre des finances, des crédits consacrés au ministère des Affaires sociales et de la Santé, dans sa séance du 9 décembre 1994, le ministre Philippe Douste-Blazy a tenu à féliciter le Sénat pour ce travail. Et je cite Philippe Douste-Blazy: à la suite des travaux du groupe réuni sur l'initiative de M. Neuwirth, 2 mesures nouvelles ont pu être annoncées. D'une part, la mise en place de centres régionaux de référence pour l'enseignement et la recherche, et d'autre part, la facilitation de l'utilisation du carnet à souche, notamment un assouplissement des règles de délivrance des morphiniques oraux. À l'époque, c'était un problème réel, car vous le savez, pour pouvoir avoir accès à la morphine, à la distribution de la morphine aux patients, les médecins devaient avoir un carnet à souche. Or, toutes les études ont montré que très peu de médecins généralistes disposaient de ces carnets à souche et donc donnaient des opioïdes à leurs patients. Et les mesures d'assouplissement auxquelles fait allusion Douste-Blazy étaient une des conclusions de ce rapport de la Commission des Affaires sociales du Sénat. Depuis, vous savez, ce carnet à souche a été supprimé et a été remplacé par des ordonnances sécurisées. Et ce qui avait été obtenu en 1994, qui avait permis l'allongement de la prescription des morphiniques sur 14 jours, a maintenant été doublé et cette prescription est permise sur 28 jours. Ensuite, je voudrais faire référence à un article que vous avez co-signé, M. Neuwirth, qui a été publié dans le Journal of Pain and Symptom Management en 1996. Cet article s'intitulait « France, état de la prise en charge de la douleur du cancer et des soins palliatifs ». Vous l'avez co-signé avec Louis Brasseur et François Larue. Et dans cet article, publié dans cet important journal anglo-saxon, vous faisiez état des barrières institutionnelles qui empêchaient la prise en charge effective de la douleur et des soins palliatifs en France. Et vous aviez énoncé un programme en 7 points qui devait permettre justement d'améliorer la qualité de vie des patients cancéreux et la prise en charge des traitements de la douleur. Je ne vais pas vous faire la liste exhaustive de ces 7 points, mais simplement pour vous dire que ces 7 points étaient vraiment le corpus sur lequel aujourd'hui une grande partie en tout cas des initiatives qui ont été prises ont permis de faire avancer ce combat. Et je terminerai cette introduction en citant un dernier article de François Larue et de Louis Brasseur, qui est plus récent, qui date de 1999, qui a été publié dans Anesthesia and Analgesia, et qui porte sur une étude qui a été faite non plus cette fois-ci sur la douleur cancéreuse, mais sur une enquête d'opinion qui a été faite dans la population française en relation avec la douleur post-opératoire. Et cette étude portait sur un suivi à 6 ans, c'est-à-dire que la même enquête a été réalisée 2 fois, une fois en 1990 et une fois en 1996, sur un échantillon de 1000 personnes qui ont été contactées par téléphone et à qui on demandait de répondre à un certain nombre de questions. Eh bien, la proportion de de personnes interrogées, excusez-moi, qui avaient à répondre à la question: quels sont les critères qui vont vous amener à choisir le lieu où vous allez choisir d'être opéré si besoin est, quelle que soit la raison pour laquelle vous avez besoin de cette opération. Eh bien, le pourcent de personnes qui ont répondu que le premier critère qu'ils utiliseraient pour choisir l'établissement était la prise en charge de la douleur, il était de 52% en 1990, il est passé à 81% en 1996. Dans le même questionnaire, on demandait aux patients quelles étaient, selon eux, la molécule la plus importante qu'ils souhaitaient pouvoir délivrer s'ils avaient des douleurs post-opératoires. Eh bien, la proportion de patients qui ont associé la morphine avec la prise en charge de la douleur est passée de 44% en 1990 à 80% en 1996. Et dernière question très importante, parce que vous le savez, c'était cette peur de l'addiction à la morphine, cette peur de devenir dépendant, dont on sait maintenant, je vous l'ai déjà dit, on en a déjà parlé ici, que c'est une crainte non fondée. Eh bien, la proportion de patients qui se déclaraient effrayés de cette addiction à la morphine, si elle leur était prescrite pour soulager leur douleur, est passée de 26%
en 1990 à 69% en 1996. Donc vous voyez que la proportion de patients qui n'étaient plus effrayés par l'idée de prise de morphine, qui n'étaient plus effrayés à l'idée de devenir dépendants, est passée de 26% à 69%. Et donc, les conclusions de cet article, elles sont très simples. Elles montrent qu'en 6 ans, entre 90 et 96, et les deux dates encadrent la fameuse date de 93 dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, montraient combien le public français a été formé et informé sur cette prise en charge de la douleur, que ce public ne s'est plus senti craintif par rapport à l'utilisation des morphiniques et que, en tout cas, pour eux, le point de vue de la prise en charge de la douleur devenait un des critères essentiels dans leur attitude de, je dirais entre guillemets et sans aucun terme péjoratif, de consommateur par rapport à un établissement hospitalier. Enfin, pour terminer mon introduction et avant de laisser la parole à Lucien Neuwirth, je voudrais vous lire un court texte. Vous vous souvenez, dans la séance d'introduction, j'avais cité ce livre de Roselyne Ray, L'histoire de la douleur, qui a été publié aux éditions de la Découverte. Eh bien, je voudrais, en guise de conclusion et à la mémoire de Roselyne Ray, trop tôt disparue, et pour vraiment revigorer le souvenir de ce magistral livre dont je souhaite vivement que vous puissiez tous un jour vous le procurer et le lire, je voudrais citer ce texte de Roselyne Ray. Ce livre a été publié en 1993. Il était vraiment prophétique. Voilà la citation du livre de Roselyne Ray. Des multiples textes analysés, des réactions et des combats des médecins pour soulager la douleur, il se dégage un certain nombre de difficultés inhérentes à la pratique médicale qui peuvent parfois donner l'impression que la douleur n'est pas suffisamment prise en compte. Plutôt que d'incriminer un corps médical qui a fait serment de soulager la douleur et qui, somme toute, est traversé par les mêmes courants politiques, religieux, idéologiques que les autres groupes de la société, il faudrait plutôt s'interroger sur les conditions d'exercice de la médecine. Nous n'entendons pas par là seulement la dilution des responsabilités à l'hôpital, le problème du statut et de la formation des infirmières qui sont plus directement en contact avec les malades qui souffrent, les questions d'organisation du travail, tous ces éléments d'une approche sociologique qui peuvent éclairer très profondément la pratique de la médecine. Le problème de la douleur touche à quelque chose qui tient à la nature même de l'acte médical, c'est-à-dire à la relation du médecin au malade, elle-même déterminée par le degré de certitude qui est en jeu dans la médecine. Ce texte date de 1993, je le trouve tout à fait prophétique. Et pour terminer, je voudrais souligner combien il aurait été passionnant de pouvoir avoir à nos côtés Bernard Kouchner, tant l'action qu'il a menée en tant que ministre de la Santé a aussi, en prenant le relais de l'action menée par Lucien Neuwirth dans les années 94-96, le combat qu'a mené Bernard Kouchner a été exemplaire et a permis très réellement de faire rentrer maintenant dans les mœurs hospitalières. J'aimerais pouvoir avoir raison, mais en tout cas, à faire rentrer dans la pratique médicale, au moins au niveau de ce qui est annoncé, le fait que plus aucun patient ne puisse souffrir aujourd'hui à l'hôpital. Vous savez qu'hélas, on est encore loin du compte. Pourquoi ? À cause de cette politique santé qui fait qu'on rentre maintenant dans une période d'économie, de santé, et que la douleur n'est pas forcément, je peux en témoigner, j'aurai des exemples à vous fournir, la douleur n'est pas forcément l'objectif prioritaire dans certaines communautés médicales. Voilà, je vous remercie. Je vais donc passer maintenant la parole à Lucien Neuwirth. Eh bien, merci, monsieur le professeur. Vous avez à la fois singulièrement simplifié ma tâche et en même temps compliqué aussi un peu. Je voulais dire qu'avec Bernard Kouchner, nous considérions, et lui et moi, que nous étions les soldats d'un même combat. Et pour nous, lui ministre, moi parlementaire, il n'y avait pas de différence, puisqu'à un moment, il n'a plus été ministre, j'étais encore parlementaire, mais c'était le même combat qui continuait. Combat pour l'homme, et les choses étaient bien ainsi.
Mesdames et messieurs, la lutte contre la douleur n'est pas nouvelle. Et comme j'ai souvent des insomnies, c'est-à-dire je ne dors pas énormément, je lis beaucoup. Je lis énormément. Et je suis tombé sur un livre où j'ai retrouvé un extrait d'un discours d'un médecin qui s'appelait Marc-Antoine Petit, et qui dirigeait le centre d'anatomie et de chirurgie de l'Hospice général des malades de Lyon. Ce qui est intéressant dans ce texte sur la douleur, c'est qu'il remonte aux 3 Brumaire en 7, c'est-à-dire, si vous voulez, approximativement le 3 novembre 1799. Que disait Marc-Antoine Petit ? Conseil aux jeunes médecins. Ô vous, pour qui j'ai crayonné cette faible esquisse de la douleur, élève dans le plus beau des arts, que l'étude de ce sentiment pénible soit l'objet constant de vos méditations et de vos travaux. Songez que la douleur est le fardeau le plus pesant dont nous est chargée la nature, qu'elle empoisonne toutes les joies, toutes les félicités, que personne ne veut la supporter longtemps, que ce sera toujours en raison du plus d'empire que vous aurez sur elle, que vous recueillerez de vos concitoyens l'admiration, le respect et la reconnaissance plus douce qu'eux. Ne l'appréciez jamais la douleur parce qu'elle vous paraît être, mais parce que le malade semble souffrir. Il n'est point de petite douleur pour celui qui souffre et chacun veut être plein. Prenez toujours conseil de votre cœur, lui seul vous apprendra l'art de la rendre légère. C'est un discours sur la douleur prononcé par Marc-Antoine Petit le 8 Brumaire en 1799. Donc il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Et par la suite, c'est le 1er juillet 1945, sous Louis-Philippe, que la Chambre des députés adoptait une loi, enfin, sur la vente des substances vénéneuses dont le but principal était de lutter, je cite, écoutez bien, de lutter contre le détestable génie des empoisonneurs dont le deuil des familles atteste leur science infernale. Cette loi, adoptée le 14 juillet 1845, sur la proposition du président Teste par la Chambre des Pairs, était reprise par une loi du 12 juillet 1916 concernant les substances vénéneuses, notamment l'opium, la morphine et la cocaïne, et mesure qui aggravait gravement les sanctions pénales et donnait naissance au fameux décret du 14 septembre 1916 que l'on appelait les tableaux de classement. C'est ainsi, alors que le droit international ou européen ne l'imposait pas, la France décidait de soumettre certaines spécialités à la calamiteuse règle du carnet à souche dont les durées de prescription étaient limitées à 7, 14 ou 28 jours. Quant aux pharmaciens, ils ne pouvaient délivrer ces produits que pour 7, 14 ou 24 jours, mais à compter de la date de l'ordonnance et non pas celle de la présentation. De plus, ils devaient tenir un registre sur lequel étaient consignées toutes les entrées et sorties, registre conservé pendant une durée de 10 ans. Par ailleurs, les dimensions du carnet à souche étaient telles que finalement, peu de médecins les utilisaient avec les conséquences négatives pour le traitement de la douleur. Quant aux études médicales, elles faisaient une large impasse sur le sujet. Le 13 octobre 1914, sur ma proposition, la Commission des affaires sociales du Sénat décidait la création d'un groupe d'études, dont vous a parlé tout à l'heure le professeur, sur le traitement de la douleur. Le 17 novembre suivant, en 1994, saisissant l'occasion de l'examen par le Sénat d'un projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, vous avez entendu parler ça sous le sigle des initiales, les DDoS, je déposai un amendement tendant à améliorer la prise en charge de la douleur dans notre pays, amendement qui, à la surprise de certains, fut voté à l'unanimité tant par le Sénat que par l'Assemblée nationale. Et cet amendement insérait dans le chapitre 1er de la loi hospitalière, dans les principes fondamentaux, un article nouveau qui concernait 3 volets essentiels de la lutte contre la douleur. A. L'obligation pour les acteurs du système de santé de prendre en charge la douleur des patients. L'obligation pour les établissements de santé publics et privés, ainsi que les établissements médico-sociaux, d'inscrire dans le projet d'établissement les moyens qu'ils comptaient mettre en œuvre à cette fin. C'est l'amélioration de la formation des médecins et des personnels soignants.
De plus, il était confié au CHU une mission de formation non seulement des futurs médecins dans le cadre de leur formation initiale, mais aussi de formation continue des médecins et des équipes de personnel soignant. En outre, lors de la discussion de la loi de finances, la commission des finances du Sénat affectait 5 millions de francs au financement des premières dépenses d'investissement des centres régionaux de référence pour la prise en charge de la douleur qui venaient d'être créés. Le côté médical étant en voie de règlement, restait à faire considérer ce problème comme un problème de société, donc à l'inclure dans une vision plus globale qui venait à la suite des débats alors récents sur la bioéthique. Certes, la douleur est aussi ancienne que l'humanité. Un éminent gynécologue écrivait il y a quelques années, on en a parlé tout à l'heure, la douleur de la femme est constitutive du monde. À travers toute la tradition de la Bible jusqu'au texte fondateur de la psychanalyse, sans omettre la mythologie, la femme s'ouvre et il doit en être ainsi pour que s'opère la distinction entre le ciel et la terre, entre le masculin et le féminin, pour que la lyre d'Orphée chante la perte d'Eurydice et qu'apparaisse l'art apaisant des malheurs de l'humanité. Heureusement, de tels propos sont maintenant plus en cours. L'art est apparu en l'espèce à travers la péridurale. Encore fallait-il que la loi devienne un des vecteurs de l'évolution des mentalités. Avec l'accord du président à l'heure du Sénat, qui était à l'époque René Monory, et celui du président de la Commission des affaires sociales, qui était à l'époque Jean-Pierre Fourcade, j'avais obtenu une journée d'audition publique au Sénat. C'était le 27 octobre 1994, pour entendre les responsables les plus qualifiés du monde médical dans les ordres des médecins, ordre des pharmaciens, ordre des sages-femmes et des syndicats professionnels concernés. De plus, participaient à cette journée, et j'y tenais beaucoup, les représentants des cultes catholiques, protestants, israélites, musulmans, ainsi que des associations philosophiques. Le 4 octobre précédent, j'avais été reçu sur ma demande par son éminence le cardinal Lustiger, car il m'apparaissait hautement souhaitable que l'Église catholique puisse faire connaître son point de vue face à ce qui pourrait passer pour une mise en cause de la douleur rédemptrice, ce qui n'était pas mon intention. D'ailleurs, quelle douleur est rédemptrice. Ce fut le père de Dinechin qui vint représenter l'Église catholique, et ses propos furent sans ambiguïté. La souffrance, dit-il, est une expérience humaine à laquelle personne n'échappe. Premièrement, il n'y a pas de réponse facile qui résolve cette énigme. La réponse par l'idée du châtiment réparateur n'est pas l'ultime réponse du Dieu de la révélation biblique. Je vous renvoie au livre de Job. Job le souffrant n'obtient pas de réponse de ce type. Deuxièmement, la compassion est l'attitude fondamentale à avoir à l'égard du souffrant, quel qu'il soit, et quelle que soit la cause de sa maladie et de sa souffrance. Le Christ a enseigné la compassion, il l'a pratiquée de façon active comme thaumaturge et comme guérisseur, et de façon passive dans sa passion. Troisièmement, la compassion comporte la lutte contre le mal et donc contre la souffrance dont souffre autrui. L'Église catholique s'était fermement exprimée. Pour sa part, M. le rabbin seigneur, représentant M. Stiruc, le grand rabbin de France, fut aussi, lui, sans ambiguïté. Je crois, dit-il, que la synagogue rejoint parfaitement l'Église et certainement la mosquée dans sa position sur la douleur. Il est intéressant de noter à cet égard que dans le texte du Pentateuque, vous ne verrez évoquer que deux professions. La première est celle de l'enseignant, celui qui transmet la connaissance, et la deuxième est celle du médecin, qui apparaît dans la Torah comme une alternative pour alléger, voire faire disparaître cette souffrance qui habite inévitablement le corps des hommes. La position du judaïsme est donc parfaitement claire, elle est pour les soins palliatifs, pour la médecine préventive, pour la péridurale et pour toutes les formes possibles de soins qui suppriment la douleur. C'est au moins clair. Puis ce fut pour la Fédération protestante de France la très regrettée France Quéré. La logique, dit-elle, est de combattre la douleur. Il est bien vrai que le même mot désigne le mal subi et le mal commis. C'est toujours le mot mal qui, d'une certaine manière, réunit le bourreau et sa victime dans une même détresse. Donc, ôter la douleur, tel est l'objectif déjà annoncé ici. Pourquoi ?
La question a été posée au Christ. Dans le fond, qu'est-ce qui motive notre position sur la souffrance, sinon le chapitre très important de l'aveugle né dans l'évangile de Jean? On demande à Jésus pourquoi il est aveugle ou si c'est lui ou ses parents qui ont péché. Or Jésus, curieusement, ne donne aucune explication, mais ne pouvant argumenter sur la cause, il va répondre sur les effets. On constate que le sens qu'il donne à la douleur consiste à la supprimer. Puis c'est le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui s'exprime et rappelle longuement les préceptes du Coran dont il ressort que, je cite, « En vérité, Dieu est avec ceux qui endurent » et qu'ainsi tout le problème pour le musulman qui ressent cette souffrance est donc de la dominer. Après un très long développement de la conception musulmane, M. le recteur arrive à sa conclusion. Je cite, « La douleur doit-elle être traitée dans l'islam ? Oui. Elle doit être traitée car elle fait partie de ce cheminement de perfection et de perfectionnement humain dans tous les domaines, qu'ils soient physiques ou spirituels. Ce chemin implique donc le respect du corps et le traitement de tous les affects nocifs et douloureux, et tous les musulmans de France le savent particulièrement. Mon dernier point est que le traitement de la douleur doit être total. Il n'y a pas dans l'islam de frein à un traitement particulier, y compris pour les opiacés. Le problème de la dépendance et de cet usage ne se pose pas du fait même qu'il est dit « nécessité fait loi ». Il n'y a donc pas une substance, alcool, opium ou dérivé, qui soit interdite par l'islam lorsque sa prescription s'impose face à la douleur. Puis ce furent les représentants des grandes sociétés philosophiques, parce que j'avais voulu que tous les courants de pensée puissent être représentés dans ce débat, aussi bien sur le plan cultuel que sur le plan des sociétés philosophiques. Le premier représentant étant pour la Grande Loge de France le docteur Pierre Simon, ancien grand maître et gynécologue d'ailleurs. Celui-ci aborde son très long exposé en expliquant, je cite, « Nous allons maintenant quitter les hauteurs célestes pour descendre des tables de la loi sur les registres humains. » Il rappelle que pendant une dizaine d'années, il s'est préoccupé de l'accouchement sans douleur et comme obstétricien maçon, il a eu à analyser ce problème. Dans ce domaine, la France avait une certaine avance en ce qui concerne la douleur obstétricale. Puis après un long exposé, il est arrivé à sa conclusion. Je dirais que pour la Grande Loge de France, la souffrance du corps est un problème grave et un trouble introduit dans la cohérence du monde. Il termine son exposé par une citation « Divinum est locus sedare dolorem », c'est-à-dire c'est faire œuvre divine que de calmer la douleur, qu'on se le dise. Ce fut ensuite M. Georges Kénépian, grand secrétaire du Grand Orient de France, qui débuta ainsi son intervention. Il est clair que tout ce qui intéresse l'homme nous intéresse, notamment la douleur qui est inscrite dès la naissance. Nous naissons avec un cri de douleur. Après un long exposé sur la vision de ce problème par son obédience et de son point de vue de médecin, il conclut. Je dirais que nous nous inscrivons pleinement dans la liberté de chacun et dans le respect de l'opinion de chacun, dans l'idée d'une égalité d'accès aux thérapeutiques et aux prises en charge, quelles qu'elles soient, ainsi que dans la solidarité. Je ne pourrais vous terminer sans vous parler de cette valeur républicaine qui nous paraît essentielle, la laïcité qui permet à chacun de trouver sa juste place. Ce fut le ministre délégué à la Santé, Philippe de Douste-Blazy, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui vint clore cette audition publique, y apportant sa conclusion. Je cite, « Supprimer la douleur n'est pas un luxe, mais participe activement à diminuer les effets de la maladie elle-même. La douleur doit être soulagée à tout prix, car elle est un élément essentiel à l'amélioration de l'état de santé. » Puis longuement, le ministre énuméra les orientations qui étaient ou seraient prises et il conclut. « La médecine ne s'en prend pas seulement dans les livres. Il suffit de prendre sa première garde de sa vie pour comprendre qu'on a très peur, et cela s'apprend à l'hôpital. » Ainsi, la bataille était bien engagée sur le plan médical. Je rappelle, c'était en 1994. Les mentalités allaient-elles évoluer de la même façon ? Près de 10 ans plus tard, je peux m'avancer à dire que oui. Désormais, la prise de conscience est faite. D'ailleurs, soulager un être qui souffre, quel meilleur témoignage de solidarité humaine. Se réunir pour ensemble vaincre la douleur, quelle meilleure affirmation que la compassion véritable commence par l'action. Tout simplement parce que nous remplissons notre devoir d'humanité. Ce qui s'est passé pour la prise en charge de la douleur a tracé un chemin. En effet,
un être qui souffre est enfermé dans sa douleur et tout dialogue est difficile. Ainsi, tout naturellement, après cette prise en charge, peut commencer l'accompagnement attentionné à travers aussi les soins palliatifs de ceux que la vie va quitter. En 1999, facilement, et à l'unanimité des membres du Parlement, j'ai pu obtenir le vote du texte que j'avais l'honneur de rapporter et qui établissait les soins palliatifs comme un droit pour tous nos compatriotes. Ainsi, mesdames et messieurs, pas à pas, se dessine l'humanisme indispensable aux hommes du XXIe siècle qui seul pourra nous préserver d'un retour à la barbarie dont, hélas, des signes précurseurs se manifestent. Finalement, je le crois, la prise en charge de la douleur a révélé combien l'homme est vulnérable sans l'affirmation de ses solidarités et sans la vision d'une éthique nouvelle et universaliste. Je vous remercie.